Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez poussé la note à la scène et n'avez jamais hésité à vous exprimer haut et fort à la ville. Parlons vrai aurait pu être votre devise. D'ailleurs, vous habitez dans le Sud et vous avez jadis créé une radio. C'est dire si vous êtes le bienvenu à Sud Radio. Oui. Bonjour Daniel Guichard. Bonjour Jacques. Eh ben, on est content de vous retrouver parce que vous faites rare. Vous êtes bien dans votre Sud. Je suis bien et en fait, je ne sors que lorsque c'est nécessaire. Je suis comme les animaux solitaires. En réalité, j'essaye pas de faire trop de vagues. Moi, on me remarque et mieux je me porte quand c'est nécessaire. Voilà, nous on se porte bien puisque vous êtes là. Il y a le Grand Rex au début de l'année, une longue tournée dont on va parler. Le 8 janvier. Oui. Voilà, et puis d'autres choses. Donc on va revenir sur votre parcours. Vous aviez déjà fait les clés d'une vie, mais j'ai trouvé d'autres choses, bien sûr, pour parler. C'est un trousseau, c'est plus quelques clés là. Ah c'est un gros trousseau, oui, ouais, mais il y a tellement à dire avec vous. Alors, j'ai trouvé une date qui est le 14 avril 1971. C'est la première fois que vous passez au journal télévisé. Diable. Oui, Agnès de la Faille vous présente en disant « Il a un visage presque enfantin, des cheveux pas trop longs, une fleur aux lèvres, un poète. » Et elle annonce que depuis 2 mois, vous chantez à l'Alcazar de Paris. Vous vous souvenez de ce reportage ? Non. Je m'en rappelle plus, mais c'est vrai que c'était l'époque où je faisais à Jean-Marie Rivière, je lui faisais un petit cadeau parce qu'ils avaient été sympas à l'époque où je galérais et j'avais fait La Tendresse et on commençait à parler de moi, j'avais fait l'Olympia et j'avais dit à Jean-Marie, je vais venir chanter à l'Alcazar aussi. Et vous aviez chanté à l'Alcazar aussi au temps de la galère, parce que bon, c'était pas le style de la maison, mais comme vous étiez engagé nulle part, ça l'avait touché. Oui, et c'était très curieux parce que en réalité, j'avais passé une audition juste en face de l'Alcazar. Je me rappelle plus du nom du cabaret, mais je m'étais fait virer, donc ça les intéressait pas. Et en sortant, j'ai vu Jean-Marie Rivière qui allait, c'était la fin de l'après-midi, et au flanc avec mon accordéoniste, je lui ai demandé est-ce qu'on pourrait passer une audition, et lui avec son accent, il m'a dit ouais, venez après le spectacle, venez. Bon, on est venu vers minuit et demi faire une audition, passer une audition, et il y avait tout le personnel, c'est-à-dire les danseurs, les danseuses, le personnel de la salle. Et j'ai chanté quelques chansons avec l'accordéoniste. Il n'avait pas vraiment besoin de moi, mais il a fait appel à moi très très vite parce que il y avait Betty Mars qui se faisait arracher des dents et il y avait comment ça s'appelait ? Il y avait un travesti qui faisait Régine Babette qui s'était fait un peu taper et il y avait des tableaux qui manquaient. Donc il m'a dit tu viens quelque temps et je suis resté 1 an là-bas. Voilà. C'était un spectacle délirant tous les soirs. Complètement allumé, oui. Une revue avec des travestis. Oui, avec des serveurs en barésie, enfin il y avait de tout, oui, c'était bien. Oui. Et en même temps, vous chantiez 2 chansons là-dedans tous les soirs ? Je faisais 2 ou 3 chansons et je participais au tableau, c'était marrant quoi, on faisait que des conneries, oui. Et à la fin du spectacle, vous preniez la guitare et vous chantiez pour quelques spectateurs ? Ouais, mais on a fait ça aussi parce que il y avait vraiment une ambiance très très particulière à Paris. C'était le seul endroit où, quand Jean-Marie était pas là, ça se savait quoi. Alors, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui vous remarque dans ce spectacle, qui est un grand réalisateur, c'est François Reichenbach, Daniel Guichard. C'est vrai, et François Reichenbach était venu et il a voulu absolument, alors je suppose que, bon, il est décédé, mais il a tourné des tas de bouts de films dans les cabarets où je passais, qui étaient des trucs quelquefois sympathiques et quelquefois improbables. Je sais que les cabarets du quartier latin, où est-ce qu'il était venu ? Je me rappelle plus. En tout cas, il y a des images qui existent. Vous passiez, un jour c'était Menuhin, un jour c'était Malraux, un jour c'était Guichard. Ah ouais. Oui. Et malheureusement, ces films sont bloqués aujourd'hui pour des questions de succession du côté de Dijon. Et je crois qu'il y a 400 films comme ça qui dorment. Ah, c'est dommage. Il a tourné des choses extraordinaires, Reichenbach. Hein. Ouais. Et dans cette émission de télévision, ce reportage du JT, où vous passez pour la première fois, vous chantez votre chanson autobiographique. Quand je rentre chez moi, pour Marinette, je suis Sinatra, je suis une vedette, tous les autres, c'est des rigolos, c'est moi le plus beau. J'ai des danseuses autour de moi. C'est votre première chanson ? Ah ouais, non mais c'est une des premières chansons, je crois que c'est Michel Mallory qui avait dû faire une partie du texte, on avait travaillé là-dessus, oui. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec la Marinette de Georges Brassens. Non, pas du tout, mais est-ce qu'on est bien d'accord, c'est vraiment 71 Ah, 71, 14 avril, le journal télévisé. Ouais, et je chantais ça, mais ouais. Je chantais ça avant. Bah oui, mais vous avez chanté dans ce Ah ouais, bah d'accord, ouais. Donc je devais vouloir devenir une vedette à l'Olympia, ouais. Alors effectivement, il y a La Vache enragée, vous l'avez connue.
Et il y a une époque, Daniel Guichard, vous n'aviez pas de quoi manger tous les jours? Non, on a, c'est pas exceptionnel. C'est arrivé à des millions de gens. Le chocolat chaud avec les tartines et le beurre et le camembert, oui, on a fait ça, oui. Ouais. Et Brel et Aznavour, chez la mère Catherine à Montmartre, avaient droit à un dîner en faisant la plonge à l'époque. Ouais, on m'a pas proposé ça, mais c'est vrai d'ailleurs que chez la fille à Joatia, je faisais des spaghettis, mais dans une énorme bassine, et j'en faisais pour 40 personnes, oui. Joatia était un cabaret un petit peu... Il y avait que des voyous, oui. Des voyous et des commissaires de police importants, c'est-à-dire tous les grands flics de Paris étaient là-haut, oui. Et vous chantiez là-bas? J'ai chanté, oui, chez Joatia, oui, pas mal, oui. Alors, il y a aussi les disques. Vous avez fait, je crois, plein d'auditions dans les maisons de disques à l'époque, Daniel Guichard. Il y avait toujours une raison pour laquelle ça collait pas. D'abord, il y a eu l'accent qui gonflait un peu. Le côté titi parisien a agacé pas mal de gens. Il y avait même Paul Lederman qui m'a dit un jour, en écoutant les chansons, La tendresse, tout ça, il m'a dit, non, c'est pas pour toi, tu devrais faire comique. Donc, ce en quoi il avait pas tout à fait tort, parce que pour dire des conneries, je suis pas le dernier. Oui. Mais c'est vrai que j'ai passé quelques auditions qui ont été totalement négatives. Oui. Ouais, mais finalement, quand on voit Renaud à ses débuts, avec sa casquette et son accent titi parisien, ben c'est Daniel Guichard. Mais on en a parlé avec lui. On en a parlé avec lui d'ailleurs parce que les deux, il y avait Bernheim et j'ai oublié l'autre personne, la dame qui avait produit avec lui. Ils venaient de chez Barclay et ils ont réussi avec lui ce qu'on a raté avec moi chez Barclay. Le côté de Titi avec la casquette que Mick Michel avait habillé, ils l'ont réussi. Ils connaissaient mes chansons par cœur, hein, Renaud. On en a parlé. Le disque, ils le connaissaient par cœur. Hein. Et Mick Michel, elle chantait Le gamin de Paris, justement. Ouais. Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a le même, car c'est un titi. Là aussi, ça pourrait être Daniel Guichard. Ah ouais, mais quelle femme formidable. Mick Michel, quelle femme formidable. Elle avait été meneuse de revue, cette chanson, elle l'avait créée en tournée. Ouais. Elle avait écrit la chanson avec un accordéoniste. Elle l'a proposée à Montand sur un Paris et c'est devenu un succès mondial. Ah oui, énorme. Et puis elle, c'était une grande personnalité, c'est une grande dame. Hein. Oui, et en plus, elle était une des premières à vous donner sa chance, à votre chance à la télévision. Oui, il y a eu deux femmes qui m'ont fait faire les premières télés. C'était Mick Michel, bien sûr, un samedi après-midi, et Daniel Gilbert. Voilà. Et Mick Michel, il y avait Marie-Josée Neuville qui présentait l'émission avec elle, qui était la Brassens en jupon qui avait chanté dans les années 50 et qui était devenue sa complice aussi. Oui, je savais pas tout ça. Voilà. Et c'est vrai que Mick Michel, elle sentait les talents. Oui, tout à fait. Et elle était d'une grande gentillesse et ce qui n'était pas toujours le cas de tout le monde. Et dans cette émission, vous vous souvenez quelle chanson vous avez fait? C'était celle-ci. Si je veux chanter les caniveaux, les rues de Paris ou les clodos, c'est pas pour du pognon, monsieur dame. Je suis né à Paname. Ouais. Et je me rappelle que la première émission de variété samedi après-midi que j'avais fait avec Mick Michel, le chanteur vedette, c'était Michel Polnareff. Oui. Il était avec super longs cheveux blancs, les lunettes et tout, la totale. Et c'était quand même la star. Voilà, et vous arriviez discrètement. Alors il faut savoir que vos premières années, pour survivre, vous avez même travaillé au Hall, Daniel Guichard. Ça, je travaillais au Hall avant. C'est-à-dire que c'était une époque où on pouvait aller bosser quand on avait 12, 13, 14 ans pour faire un peu d'argent, personne venait nous emmerder. Et décharger des camions, c'était pas une chose impossible quand on avait 15 ans, quoi. Au mois de juillet, au lieu de rester à glander dans les rues, j'allais travailler le soir au Hall, je déchargeais des camions jusqu'à 6h du matin et ça allait très bien. Oui. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a fait exactement comme vous à 14 ans parce qu'il fallait nourrir sa famille, c'est Raymond DeVos. Oui, et il n'y a pas de saut métier et on apprend plein de choses. Et j'ai appris beaucoup de choses au Hall, beaucoup plus que dans la vie en général. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'avais un vieux légionnaire qui avait sauté sur Dien Bien Phu et qui n'était pas revenu intact, mais qui avait une philosophie de la vie impressionnante. J'ai vu un type qui voulait pas être chef, mais qui était un super ouvrier et qui racontait des choses extraordinaires. J'ai vu des gens intelligents qui travaillaient comme ça. Et il y avait un monde de la nuit, un monde parallèle. Ah, totalement, oui, totalement. Ah ouais, c'était la nuit dans les Halles à Paris, c'était quelque chose, oui. Alors le jour pour vous, à Daniel Guichard, c'était les Halles et le Faubourg Saint-Martin. La rue Saint-Martin, le Faubourg, après c'était plus mon quartier, c'était plus loin. Dès qu'on passait la porte Saint-Martin, c'était plus chez moi.
Mais en même temps, vous étiez heureux, beaucoup plus heureux qu'au lycée, qui était le lycée Turgot. Oui, qui était à côté. En fait, le quartier dans lequel je suis né, où j'ai toujours vécu, c'était la République, c'était le Carreau du Temple, c'était les Halles de Paris, c'était les Halles avec la rue Rambuteau, avec tout ce que l'histoire connaissait, avec la rue Quincampoix et le reste. Il s'est passé quand même plein de choses dans l'histoire de France. Oui, alors ça, l'histoire de la rue vous intéressait, mais celle du lycée Turgot, d'ailleurs, qui était construit en fait à l'emplacement d'une prison. Je savais pas. La prison. Et pourquoi on m'a rien dit à moi? C'était la prison des Madelenettes qui avait été démolie lors de l'ouverture de la rue de Turbigo. Mais Jacques, pourquoi on m'a pas dit ça? Moi, j'ai passé des années dans une tôle. Ouais. Et je le savais pas. Ben voilà. En même temps, vous avez mis à la liberté parce que le lycée, c'était pas votre truc. Non, c'était pas mon truc. Et en fait, après, il y a eu 68, mais j'y étais plus. Oui. Alors, vous avez arrêté en classe de première avec l'accord de votre mère. Bah, c'est-à-dire, est-ce que je peux dire la vérité? Oui. C'est que j'ai eu une mère formidable qui cherchait pas à comprendre. Je suis arrivé au milieu d'un cours parce qu'il voulait pas que j'aille en philo. On a trouvé que j'étais assez jeune pour redoubler. Donc, je me suis levé, je me suis cassé. Et je suis arrivé à la maison et m'a dit, bon, tu fais quoi? Bah, j'ai arrêté l'école. Et tu fais quoi? Bah, j'allais travailler. Et je suis allé travailler au Halles, rue Saint-Denis, au fromage. Et j'ai commencé à bosser tout de suite. C'est-à-dire que on vivait une autre époque qui faisait que on pouvait débouler à 16, 17 ans, dire à un patron, vous cherchez quelqu'un? Non. Vous cherchez quelqu'un? Oui. Ben, je commence demain. Très bien. Au revoir. Voilà. J'étais là le lendemain. Vous avez commencé et nous, on va continuer avec une autre date, le 7 juin 1975. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniel Guichard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Daniel Guichard. 8 janvier, le Grand Rex à Paris. Un événement et une longue tournée ensuite qui va durer 4 mois dans toute la France. Et puis, je reviens à une date, le 7 juin 1975. Dans l'émission des Carpentiers, il y a un duo totalement inattendu. Écoutez. Faut pas pleurer comme ça. Demain ou dans un mois, tu n'y penseras plus. Oh là là, faut pas pleurer comme ça. Aujourd'hui, c'est pour toi que je suis venu. Gentil, merci. C'est pour toi. Ne dis rien si tu veux, mais sèche un peu tes yeux. Le téléphone pleure. Ah bon, monsieur? Quand elle ne vient pas. Ça vous fait rire, hein? Ah ouais, ça me fait Claude marrer. François, Daniel Guichard en duo dans le numéro 1. Mais quel professionnel ce Claude, quel professionnel, gentil. C'était, quand on regarde quelquefois des duos, bon, les artistes se regardent à peine, enfin, chacun fait son numéro, alors que lui, il était du genre à servir la soupe aux camarades en face. Fallait lui renvoyer l'ascenseur, mais il fallait être professionnel, fallait pas faire semblant d'être au courant de la chanson qu'on chantait. Il était pro, formidablement pro. Mais quand même, Daniel Guichard, Claude François, ce sont deux univers tout à fait différents au départ. Ouais, tout à fait différent, mais pas incompatible. C'est-à-dire qu'il connaissait en plus votre répertoire. Ah ouais, mais c'est pas incompatible. Il avait un respect complet pour tous les artistes. Il agaçait beaucoup de gens parce qu'il était trop pro, quoi. Oui, mais c'est pas un défaut, ça. Pour certains, si. Ouais, pour les grosses feignasses, oui. Oui, mais vous êtes du genre à être aussi très pro et vous énervez comme ça. Oui, il vaut mieux être le mieux possible. Les gens en face de nous qui viennent sont des gens qui viennent parce qu'ils ont envie, parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils ont envie de nous dire à quel point on leur est utile par moment. On n'a pas le droit d'être à côté de la plaque. Et comment est né ce duo Claude François, Daniel Guichard? Je pense que c'est lui qui a demandé au Carpentier pour que je vienne le faire, oui. Et c'est le genre de choses qui vous amusait? Ouais. Mais il fallait quand même le faire sérieusement, hein. Oui, évidemment. Alors, à l'époque, vous êtes au sommet de votre gloire, après des périodes... J'aime pas trop le terme. Au sommet de votre succès? Ouais, célébrité, succès, d'actualité, parce que ce sont que des phénomènes d'actualité, mais l'actualité, elle passe sans cesse. Oui, sauf que les chansons restent aussi. Oui, ça, c'est ça qui est bien. Alors, il se trouve que les débuts ont été difficiles. Vous avez commencé dans une maison de disques, mais au bas de l'échelle, je crois que vous avez été huissier, coursier, vous avez tout fait chez Barclay. J'étais d'abord artiste avec un contrat et on n'avait pas de disques, on vendait pas de disques, on sortait pas de disques et il n'y avait pas de sous-métier parce que j'avais une fille qui venait de naître, c'était Guénaël, et il fallait quand même gagner de quoi nourrir et payer le loyer. Donc, je bossais, je suis allé travailler au stock chez Barclay. Après, j'ai été assistant directeur artistique, j'ai été huissier à la comptabilité. J'ai fait des trucs sympas parce qu'il y a pas de sous-métier. Et à un moment, je me suis mis à faire des cabarets pour compléter et travailler la nuit et le jour, c'était plus possible. Et puis en plus, ce qui vous est arrivé pourrait pas arriver aujourd'hui parce que vous avez fait un disque, ça marche pas, on vous jette. Barclay, lui, il a été un seigneur. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça. Il faut quand même pas perdre de vue que on a eu Daniel Balavoine aussi qui a fait plusieurs albums avant que ça décolle. 3. Oui, c'est ça.
Il y en a eu quelques-uns. Brel. Non, mais Brel aussi. C'est d'ailleurs le problème était quand on se pose la question de savoir est-ce que les gens étaient formidablement généreux. Ils le sont toujours aujourd'hui, sauf que fiscalement on peut pas faire ça. On ne peut pas dire je fais un 10, ça marche pas. Bon, c'est de l'argent perdu, mais on le met en comptabilité, pas en perte et profit, mais l'année prochaine on essaye. Et on a eu comme ça pendant des années des gens qui étaient soutenus jusqu'au moment où ça explosait. Oui. Et d'ailleurs, vous avez toujours cru que ça marcherait? J'ai été persuadé que ça marcherait, puis à un moment j'ai eu un doute quand j'ai eu entre 24 et 25 ans, donc je me dis si jamais j'y arrive pas à 25 ans, je fais autre chose. Voilà, vous y êtes arrivé, et surtout je crois que depuis toujours vous étiez fasciné par les idoles, par les chanteurs qui avaient de belles voitures. Ah bah oui, mais ça c'est normal. À l'époque, c'était pas les footballeurs qui gagnaient des fortunes, c'était les chanteurs de variété, c'était les boxeurs, mais je voyais Salut les copains, je voyais Johnny, je voyais Sheila, je voyais tous les artistes qui étaient dans des grosses bagnoles, qui étaient super luxe, maisons au bord de la plage. Et en réalité, quand on regarde les vedettes du rap, c'est exactement le même film. Quand on leur prête plein de bijoux en or, on en met des caisses insensées, des Ferrari et tout ça. Et quand le clip est fini, on reprend tout. Voilà. Sauf que vous, quand il y a eu le succès, vous n'avez pas cédé à la Ferrari ou au Chanel. Non, mais j'ai quand même acheté un bimoteur et j'ai fait quelques belles conneries quand même. Alors, la première chanson qui a marché, on la connaît parce que c'est un classique, c'est celle-ci. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur. Les jeunes générations connaissent cette chanson, oui. Richard. C'est-à-dire, ce qui est intéressant quand on est chanteur, c'est qu'un jour on oublie votre nom, mais qu'on n'oublie pas 1, 2 ou 3 chansons. C'est ça qui est formidable. Et comment elle est née, La Tendresse? La Tendresse, j'avais fait l'album des chansons sur Paname, parce que je suis né à Paname, ouais. On en a vendu 12 ou 14. Quand même. Je gonfle un peu les chiffres, mais je pense qu'on devait être un peu en dessous. Donc on n'avait pas du tout vendu le disque, et le directeur artistique Léo Missire m'avait dit, c'était Richard Marsan qui s'occupait de moi, qui s'occupait d'Aznavour, de Ferré, de tout ça, et Léo Missire m'a dit tiens, j'ai une chanson pour toi, c'est un tube. Bon, il me donne la chanson, c'était chanté par Patricia Carly, La Tendresse, avec les paroles qu'elle avait fait faire sur sa musique, qui était prévue pour Mireille Mathieu d'ailleurs, hein, cette chanson. Moi, je trouvais ça un peu gnangnan, moumou, et je disais à Richard Marsan, tu sais, un tube, je sais pas. Il m'a dit, moi, je sais pas faire des tubes. Ça, c'est certainement un tube si Léo te le dit. Je suis allé voir Léo Missire et je lui ai dit, écoute, le problème, c'est que les paroles, je peux pas. Et les paroles, j'adore chanter cette version que j'avais au départ, c'est la tendresse, c'est tout d'abord un léger fil qui se balance au gré du cœur entre deux vents. C'était nul, c'était chiant comme c'était pas possible. Je dis, je peux pas chanter ça, surtout quand on a chanté du Bruant ou des trucs comme ça. Et Léon Missire m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, tu écris ce que tu veux. Je suis rentré chez moi, j'ai mis 20 minutes pour écrire cette chanson, j'avais un peu plus de 20 ans, quoi. J'écris la chanson, La tendresse, c'est tout d'abord un léger fil. Non, c'est quelquefois ne plus s'aimer. Et je fais ce truc-là. J'étais content. Je rencontre Patricia Carly qui faisait ses courses en bas et je lui dis bah voilà ce que j'ai écrit. Elle m'a dit j'aime pas. Bon, ça fait rien. On l'a enregistré et puis quelques mois après c'est devenu un succès. Oui. Et la première émission de télé que vous faites avec cette chanson, c'est une émission avec Georges Decaune, qui était un des pionniers de la télévision. Ça s'appelait Jeune Vague et ouais. On dit c'est la chanson qui va marcher cette année. Ah, c'est sympa, je me rappelais plus. Ah, voilà, et Georges Decaune, il a fait des voyages lointains avec son chien Heider sur une île déserte. Ça a été un grand journaliste. Ah, c'était un grand bonhomme, oui. Alors, finalement, en même temps, vous faites les balles du samedi soir. Ouais. Et là aussi, il faut s'imposer, c'est pas simple. Ah bah, il vaut mieux. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'apprendre dans les cabarets à avoir de la répartie. Parce que c'est monstrueux. Quand on est dans un cabaret, on est à peu près à la même distance que vous et moi, là. Et je chante, il y a 3 personnes. Et puis, le lendemain, il y a 3 personnes, c'est toujours les mêmes. Et 4 jours après, il y en a 4, mais il y en a 3 qui sont toujours là depuis le début, qui sont en train de s'empéguer parce qu'ils sont un peu torchés. Et je chante en me disant, faut faire comme si c'était un public nouveau, bon, déjà. Et puis, il y a une réflexion ou deux qui fuse. Et moi, il fallait que ça reparte. Alors, petit à petit, on fait ce qu'il faut.
faut pour s'imposer. Puis les gens ont plutôt de la sympathie. Puis après, on se retrouve dans des baloches. Et dans les baloches, c'est la viande soule. Parce qu'au moment où on passe et qu'on est totalement inconnu, on se fait traiter de tous les noms. Et en plus, il faut pas se laisser impressionner. Donc, ça allait. J'étais seul avec mon guitariste et moi la guitare, il est l'accordéoniste. Et on était tous les deux en train de ramer avec de la viande soule complète. C'était sympa. Ouais. Voilà. Ce qui a été sympa aussi, c'est un 33 tours tous les 14 mois ensuite, avec une autre chanson qui est devenue un classique aussi. Faut pas pleurer comme ça demain ou dans un mois, tu n'y penseras plus. Faut pas pleurer comme ça. Aujourd'hui, c'est pour toi que nous sommes. Eh ben là aussi, vous demandez aux jeunes, ils connaissent cette chanson, Daniel Guichard. Oui, tant mieux. S'ils connaissent la chanson, c'est déjà bien. Oui, mais en plus, vous raisonnez votre carrière à l'époque. On vous propose de faire l'Olympia avec Julien Clerc, vous préférez Mireille Mathieu. Oui, et j'ai pas eu tort. Oui. Non, j'ai pas eu tort parce qu'en plus, j'avais fait une tournée avec Julien Clerc. On va pas en parler parce que j'ai toujours refusé de parler de ses côtés personnels avec Julien Clerc, mais j'avais fait une tournée avec lui, oui, qui avait très mal démarré. Et j'aurais pas fait l'Olympia avec lui. Voilà. Et finalement, vous avez commencé à travailler énormément. Et pendant ces années-là, vous travailliez en permanence, Daniel Guichard. Ah oui, beaucoup, oui. Ah oui, je faisais beaucoup de spectacles. Je sais que sur l'année 77, là, bon, je commençais à être connu, j'avais eu des succès. J'ai fait 197 galas dans l'année. On peut difficilement imaginer ça aujourd'hui. C'est difficile, oui. J'ai eu un de mes accordéonistes, Jean-Louis, qui a accompagné en même temps Renaud et Cabrel. Il m'a dit, on n'en a pas fait autant avec les deux qu'on en a fait avec toi certaines années. Oui. Mais il faut tenir le rythme. Ouais, mais le whisky coca, les gitanes, c'était pas terrible. Oui. Mais ça a aidé quand même. Oui, et en même temps, vous savourez cette époque, vous avez tellement galéré. J'ai pas eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps. Sincèrement, je crois que si j'ai le caractère que j'ai aujourd'hui et que j'agace mon épouse Christine en disant je m'en fous, c'est parce que une grande partie de ces choses-là, je les ai pas vues, appréciées, et on peut pas apprécier de toute façon. Il y avait une réalité, c'est que lorsque un spectacle se terminait, on va dire que le spectacle se terminait à minuit, 1h du matin, j'allais pas à l'hôtel. Parce qu'il y avait une bande de filles un peu énervées qui gueulaient à la porte toute la nuit, et les gens qui étaient là pour travailler le lendemain, les représentants de commerce, tout le monde me faisait la tronche au petit déjeuner. Donc j'ai fait ça une fois ou deux, puis après je traçais la route. Donc le spectacle était fini, je me mangeais 300, 400, 500 kilomètres. Je dormais le matin, j'allais répéter, je faisais spectacle et on enchaînait. Voilà. Et c'est une route que vous avez tracée avec succès. Et puis il y a eu d'autres moments aussi un peu plus compliqués. Et une date importante, le 30 janvier 1982. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniel Guichard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Daniel Guichard, le retour, d'abord le Grand Rex le 8 janvier prochain, ça on va en parler tout à l'heure, avec une longue tournée. Et puis le 30 janvier 1982, vous êtes à mon sens le premier artiste à être invité dans cette émission, une émission politique. 7 sur 7, qui n'est pas encore présenté par Anne Sinclair, mais par Jean-Louis Bourga et Éric Gilbert. Il n'y a pas encore eu Gainsbourg, qui n'a pas fait le coup de billet de 500 francs. Et vous faites un grand reportage pour expliquer que vous devenez votre propre producteur, ce qui est à l'époque un scoop. Je crois que je suis resté le seul. Oui. Ouais, producteur-distributeur surtout. Bien sûr. Parce que producteur, je l'étais depuis 74. Distributeur, je m'étais jeté sur les routes au début des années 81-82. Et j'étais avec 3 représentants et j'ai monté mon réseau de distribution parce que j'étais en conflit avec Claude Carrère et avec toutes les majors du disque. C'était la castagne totale et j'ai mis un bazar, j'étais très content. Mais ça a duré des mois sur les routes, oui. Oui, parce qu'en même temps, à cette époque-là, bon, c'était pas encore les multinationales d'aujourd'hui. C'était balèze, hein. Oh là là, non, faut pas croire ça. Ah oui, c'était du sérieux quand même. Les multinationales du disque étaient des grosses boîtes très sérieuses, oui. Elles avaient, en fait, je me suis rendu compte, en me castagnant avec ou contre, qu'elles n'avaient pas d'état d'âme. Les grosses maisons de disques n'ont pas d'état d'âme. Il y a un commerce, on fonctionne. Au départ, tout le monde m'a pris pour un malhonnête parce que Claude Carrère disait que j'étais un malhonnête. Et en réalité, je l'étais pas du tout. Donc, je me suis débrouillé tout seul. Voilà. Et vous avez dit, je peux pas accepter d'être traité comme ça. Ah, exactement. Mais remarquez, les grandes maisons de disques, moi je me souviens de Barclay, quand il a vendu sa maison de disques, il m'a dit un jour, je suis désespéré, parce que j'avais promis à Jacques Brel de ne pas sortir les chansons qu'il a enregistrées en 77, et ben mes successeurs me les ont sorties immédiatement. Oui, mais
il s'était engagé au départ à pas le faire. Oui. Parce qu'on va pas donner le nom du patron de la maison en question, Oui. qui a pris la suite. Il s'était engagé à respecter, ils ont rien respecté. C'est pas grave. Ça vous étonne? Non, ça m'étonne pas. Je pense que la seule chose que, dans ces cas-là, Eddie Barclay aurait dû faire, c'était de rendre à la famille de Jacques Brel les matrices des chansons refusées. Ouais, mais ils les avaient plus avec lui, elles étaient déjà... Non, mais au moment de signer. Ouais. C'est-à-dire que quand on se trouve confronté à ce genre de situation, on peut pas mettre ces titres-là dans la balance de la négociation. Alors, à cette époque, et vous le dites à 7 sur 7, vous êtes un artiste, Daniel Guichard, mais aussi un artisan. Oui, Et donc, totalement. c'est une chose importante pour Et vous. je le suis toujours. C'est-à-dire, pour vous, c'était important de vivre pleinement tout ce que vous faisiez. D'être libre. Voilà. Vivre pleinement, on vit pas pleinement les emmerdements. De toute façon, on en a qui nous tombent sur le coin de la tête, on essaie de les résoudre, on les résout, on réussit, on rate, mais on est libre. C'est ce que je dis tout le temps, je suis pas le plus riche, mais je suis le plus libre. Alors, il se trouve que moi, j'ai fait pour l'édition des tournées dans les magasins dans les magasins grande surface, où la femme vous accueille entre les petits pois et le café. Oui. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est pas les livres, c'est le pins qu'on va lui donner à la fin de la... C'est normal. Voilà. Et vous avez vécu ces moments-là. Bien sûr, mais bien sûr. Et j'ai fait la représentation jusqu'au bout. C'est-à-dire, essayez d'imaginer, vous avez fait un tube, ce qui était le cas de Je viens pas de parler d'amour, par exemple 79, c'était un carton, j'en ai vendu beaucoup, un énorme succès, Je viens pas de parler d'amour, et en 81, je suis sur les routes avec mes représentants. Imaginez la tronche de quelqu'un qui a été numéro 1 hit parade pendant des semaines, qui a vendu des centaines de milliers de disques, qui vient taper à l'accueil de l'hypermarché qui est pas encore ouvert, et qui dit bonjour mademoiselle, est-ce que je pourrais parler au responsable du bazar léger? Et elle prend le téléphone, allô Maurice, il y a Guichard qui est là, arrête tes conneries. Et ça a été comme ça au début, et ça a duré pendant 5 mois. J'ai vu tous les responsables, et petit à petit, il se passait le mot entre eux. C'est-à-dire les représentants des papiers, des machins. Vous avez eu Guichard? Non, il va pas tarder à passer. Voilà, c'était ça. C'était le seul à faire ça, et ça marchait. Et je le suis toujours. Oui. Voilà. Mais il fallait vendre la marchandise derrière. Il fallait amener les disques, il fallait les mettre en rayon, il fallait les déstocker, il fallait s'en occuper. Et j'ai eu du pot, parce que le Gitan est arrivé 2 ans après, et ça m'a installé, oui. Et le Gitan, justement, chanson de Daniel Guichard. Il a toujours l'air heureux, les chagrins lui n'en veut pas, il les jette au milieu d'un feu. Le gitan, l'amitié n'est pas un jeu, quand il donne il ne reprend pas, il sait couper son cœur en deux. Là aussi, c'est une chanson qui a été un énorme succès, Daniel Guichard. Oui, tout à fait, qu'il l'est toujours d'ailleurs, c'est sympathique, oui. Et c'est des couplets dédiés à un boxeur qui a Oui, fait... à Pierre-Franck Winterstein, Oui. surnommé Gassen en langage gitan, mais oui, bon, c'est un très grand boxeur, il point moyen très bon, mais gitan. Voilà, et il a échappé à 2 titres de champion d'Europe. Ouais, parce que c'est compliqué la boxe. La boxe, c'est très difficile. Et d'ailleurs, Jean-Claude Boutier a dit que vous étiez un boxeur dans l'âme. Je pense, oui. Même au jour d'aujourd'hui, avec les emmerdements qui arrivent de temps en temps, je castagne. Oui. Voilà. Alors pourquoi la boxe? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la boxe, Daniel Guichard? Ce qui m'a intéressé dans la boxe, c'est l'espèce de courage de ceux qui y vont. Parce que, bon, on les voit, ils se tapent dessus pendant X rondes, mais c'est des mois de préparation. Mais c'est dur, la boxe, c'est dur. Coluche disait que le vélo, c'était dur. C'est vrai que le vélo, c'est dur, mais la boxe, qu'est-ce que c'est dur. Et quand un combat est terminé et qu'il y en a un qui a perdu et qui est tout seul dans son coin, dans les vestiaires, c'est quand même encore plus dur, oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter cette chanson? C'est cet univers que vous avez découvert? C'est l'univers de Pierre Franck, mais en réalité, je suis comme ça. C'est-à-dire que avant que je tombe et que j'ai les bras en croix, il faut taper fort, quoi. Je vais me relever 10 fois, mais il faudra vraiment taper très très fort pour que je reste par terre. Ça vous est arrivé 10 fois, 100 fois? Ouais, mais j'ai pris des coups dans la tête parce que je les ai cherchés et je disais arrêtez, tapez plus, j'ai compris. Mais ils continuaient à taper, donc j'étais obligé de me défendre. Voilà. En fait, vous avez pris des coups parce que vous avez voulu faire votre chemin en artisan. Entre autres, mais même si c'est moi qui avais raison dans certaines circonstances, c'est moi qui ai cherché à prendre des coups. Donc je les ai rendus. Mais vous savez, les emmerdements qui viennent, c'est jamais la faute des autres, c'est la vôtre, voilà. Tout le temps. Et vous le reconnaissez aujourd'hui? Vous le sentiez pas à l'époque ou... Non, à l'époque, je réagissais et aujourd'hui, je réagis toujours. C'est-à-dire la malhonnêteté, la bêtise, la mauvaise foi me font toujours réagir. Moins d'une manière épidermique, mais en réalité, je me laisse pas du tout taper dessus, quoi.
Et il y a aussi une chose que vous avez créée, et on l'a un peu oublié, parce que aujourd'hui on a des radios un peu partout. Nous, au Sud Radio, on est sur le DAB. Des radios avec des chansons françaises, il y en a aussi. Et le premier à avoir fait ça, c'est qui? C'est Daniel Guichard. Mais il y en avait qu'une. Voilà. C'était Radio Bocal, 24 heures sur 24, chansons françaises. Et j'avais dit à l'époque, en plus, c'était pas une radio commerciale, donc je ne gagnais pas un sou avec de l'argent en publicité. Je faisais du français 24 heures sur 24 par réaction, parce que la chanson, on parlait des multis tout à l'heure, des multinationales, mais les chansons anglo-américaines étaient partout. Et là, je faisais de la variété française, et je me suis dit, le jour où une radio fera ça, j'arrêterai. Et la radio a fait ça ensuite. Mais alors, c'était l'époque où les radios commençaient à être libres, et vous avez saisi... Pas longtemps, Jacques. Elles sont pas restées libres longtemps, les radios. Non, mais vous avez saisi la balle au bon et installé un émetteur dans votre jardin. Exact. Et l'antenne sur la maison, c'était moche. C'était moche, l'antenne, ça montait jusqu'aux cieux. Et j'émettais, c'était pas mal. La première nuit, on a tourné dans Paris, on est allé très loin et le signal passait bien. Et après, j'avais un copain qui avait un centre Leclerc, je peux le citer parce que c'est pas de la publicité, qui était sur le Mont Valérien. J'ai mis mon antenne sur son magasin. Et puis après, on s'est débrouillé avec le maire de Nanterre. J'ai mis mes antennes sur les tours de Nanterre, à la Défense. Et c'est resté là jusqu'à la fin. Ouais. Voilà. Mais en même temps, vous étiez un pionnier. Oui, tout à fait, oui. Mais c'était des petits moyens à l'époque. C'était avec mes sous, ça je peux vous le dire. Les disques, les antennes, le matériel, c'était avec mes sous. Et pourquoi? Parce que j'avais gagné un peu d'argent avec le gitan et que j'ai toujours été reconnaissant à ceux qui m'ont aidé. C'est-à-dire que je me suis dit, les Français râlaient, ils n'avaient pas assez de chansons françaises, et ben on va en faire. Surtout que vous avez permis à de jeunes chanteurs, à une nouvelle génération, d'éclore avec Radio Bocal. Ils sont passés beaucoup souvent chez moi, oui. Oui, mais c'était des chanteurs que personne ne connaissait à l'époque. Où ils débutaient. Il y en a quelques-uns, ils n'ont pas eu besoin de moi, que ce soit Goldman, que ce soit d'autres, ils ont bien démarré. Mais il y avait des gens qui étaient connus d'abord à Radio Bocal, oui. En même temps, vous tapez dessus. Est-ce bien important? Non, mais enfin, en même temps, il y a des gens qui ne comprenaient pas. Mais ils avaient tort, puisqu'aujourd'hui, ça se fait partout. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On pourrait prendre l'actualité en permanence et rediscuter en disant, tu vois, il y a 6 mois, j'avais raison. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. La chanson française, vous l'avez toujours aimée? Ben, c'est mon univers. Je suis né dedans, j'ai vécu dedans, j'habite un pays où on parle le français. Donc, enfin, pour l'instant, le français est à peu près correctement cousé, oui. Et d'ailleurs, vous avez rendu hommage à la plus grande chanteuse française dans un album. Un accordéoniste qui sait jouer la java. Car vous avez repris cette chanson. Ah oui, j'ai fait un album de chansons de Piaf. C'est vrai qu'il y a eu Trenet, j'ai fait plein d'artistes, mais j'ai fait un album de chansons de Piaf et j'ai eu la chance que l'orchestrateur soit Michel Magne. J'avais demandé de me faire les orchestrations et il avait fait ça dans son château, dans les studios qu'il avait au château d'Hérouville, et j'avais fait un album dont je suis toujours fier, mais ça va faire presque, pas 50 ans, mais presque. Oui, mais en même temps, vous étiez en avance sur votre temps, puisque à l'époque, Édith Piaf n'était pas culte comme aujourd'hui. Non, et puis il n'était pas de bon ton d'aller chanter des chansons d'autres artistes. Moi, j'ai adoré la version de Bruel quand il chante des chansons de Piaf ou des anciennes chansons. Il le fait très bien. Faut pas avoir de gêne par rapport à des chansons formidables. Et puis, vous connaissez l'origine de l'accordéoniste? Non, pas du tout. Michel Aimé a rapporté de chansons à Piaf le 1er septembre 1939, jour de la mobilisation générale. Et il doit partir. Elle lui dit, écoute, cette chanson est très bien, tu viens avec moi à Mobilisation ce soir. 3 jours de suite. Donc il est arrivé en retard, mobilisé. Il était pas un peu déserteur, là? Déserteur, conseil de guerre. Et quand il a expliqué que c'était à cause d'Édith Piaf, c'est pas très bien passé. Enfin, c'était pas une bonne explication. Et puis il y a aussi une chose qu'on a oubliée, c'est qu'on parle aujourd'hui de la Chine. L'un des premiers à avoir conquis la Chine avec des musiques classiques, c'est Daniel Guichard. Oui, j'ai eu 2-3 délires en Chine. En fait, j'étais allé avec Yves Mourouzi et toute l'équipe de la première chaîne de télévision. J'étais derrière une caméra. Bon, j'ai participé. On avait un interprète qui est venu avec sa femme et ses filles à Paris. Je l'ai gardé, il a travaillé dans mes éditions, et pour justifier l'activité, on a fait une édition avec des chansons chinoises chantées en français, et des émissions de radio où on parlait de Piaf, de Trenet, de Mireille Mathieu, comme disait Édith Piafou, alors on faisait Édith Piafou, et j'ai eu comme projet un peu dément de dire, j'aimerais bien produire les 9 symphonies de Beethoven par le Philharmonique de Pékin. J'ai mis 3 ou 4 ans à avoir l'autorisation, et on est allé à Pékin enregistrer les 9 symphonies de Beethoven
par l'Orchestre Philharmonique de Pékin. C'est absolument phénoménal. Et l'hymne à la joie chanté par les chœurs de l'Orchestre de Pékin, c'est extraordinaire. Mais les Chinois sont beaucoup plus ouverts à la chanson et à la musique française qu'on peut l'imaginer, Daniel Guichard. Ils sont ouverts à tout. C'est-à-dire que moi, c'était dans les années 80 quand j'y suis allé, et ils n'étaient pas du tout traumatisés parce qu'un chanteur de variété français venait faire des affaires, louer des bureaux, enregistrer le philharmonique ou chanter en chinois. Pour eux, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et effectivement, j'ai chanté en chinois à Pékin, j'ai produit les philharmoniques de Pékin. Ils sont venus tourner d'ailleurs une émission de télévision à Paris où je chantais Je t'aime, tu vois en chinois à l'Olympia parce que je leur ai fait le coup. Il y avait le public qui était là, je crois que je devais faire 2 semaines à l'Olympia. Et comme la télévision chinoise était là, j'ai dit au public, écoutez, j'ai des amis, télévision chinoise, ça serait bien que je vous rechante Je t'aime, tu vois en chinois. Alors je leur ai chanté sur scène, Wo Tomo Aini, et les Chinois ont eu une version dans une émission de variété qui durait 40 minutes, où je chantais Je t'aime, tu vois en chinois à Paris. Oui. Après l'avoir appris en phonétique, je suppose. Bien sûr, oui. Mais j'ai appris le sens de ce que je chantais quand même. Quand même. Vous avez le sens, effectivement, de la chanson, de ce métier, et de l'honnêteté, et contre la mauvaise foi. Et puis vous revenez, on va en parler avec une autre date, le 8 janvier 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Daniel Guichard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Daniel Guichard. On a parlé du passé, le présent et le futur. 8 janvier 2023, le Grand Rex. Le Grand Rex et tout ce qui suit. Est-ce que je peux faire une parenthèse, Jacques ? Même 2. Alors on va commencer par la première parenthèse. Je crois que ce qui va arriver, la tournée après le Grand Rex, c'est quelque chose d'important après les 2 années et demie qu'on vient de se passer, avec la mise en condition psychologique, les inquiétudes, avec tout ce qui a tourné autour de nous, et des gens qui ont peur d'avoir des maladies, qui ont peur de plein de choses, et qui se disent, bon, on irait bien au spectacle, on sortirait bien voir Guiguiche, mais c'est difficile. Est-ce qu'on va pas attraper des maladies ? Alors je leur dis à tous, jamais vous n'attraperez une maladie dans une salle de spectacle, parce qu'il y a des phénomènes d'adrénaline sur la scène et dans la salle de spectacle qui fait que même si vous rentrez dans la salle de spectacle avec un mal de tête, quand vous sortez, vous n'avez plus rien. Exactement. C'est exactement pour ça. D'ailleurs, il y a eu un test qui avait été fait par je crois que c'était Indochine, qu'ils avaient mis dans une grande salle où il y avait plusieurs milliers de jeunes qui étaient venus. Au Zénith. Au Zénith. Ils ont testé tout le monde, et dans les jours qu'on suivi, ils ont testé, il n'y avait rien. Voilà. C'est-à-dire le phénomène d'adrénaline, le phénomène de l'émotion, le phénomène de la joie, de la dopamine qui se passe quand on voit le spectacle commencer, quand on voit la personne qu'on a envie de voir, parce que personne ne vous oblige, il y a un phénomène d'autoprotection. Alors, vous aurez pas de maladie là. Mais on serait malade de pas y aller même. Il y a 4 mois de tournée en même temps. Quand on voit les villes, bon, il y a Poitiers, le Futuroscope, Bordeaux, Toulouse. Il y a Orléans. Bon, Jeanne d'Arc sera pas là. Elle m'a fait prévenir qu'elle pouvait pas être là. Marseille, il y a la Belgique, et le Sébastopol à Lille où vous avez déjà chanté. À Lyon. Limoges, Lyon, Saint-Étienne, oui. C'est un miracle dans cette époque. Non, mais on a malheureusement, c'était un petit handicap pour la santé des spectateurs qui venaient régulièrement me voir. On a été obligé de reporter 2 fois quand même. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a une petite inquiétude de la part de beaucoup qui se disent, est-ce que ça va pas être reporté ? Non, ça va pas être reporté. On va faire les spectacles. Vous ne risquez pas, parce que c'est vrai, Jacques, quand on fait des tournées d'hiver, il est impensable que dans une salle de 1000, 1200, 1500 places, il n'y ait pas 2 ou 3 petites angines, quelques grippes, quelques gastro-entérites, enfin des bricoles, des choses qui passent, qui sont de saison, alors que la salle entière n'est pas malade à la sortie. Exactement. Alors, le Grand Rex d'abord. Pourquoi le Grand Rex ? C'est une salle mythique pour vous. Oui, moi j'adore, je l'ai faite. On se partageait un petit peu entre l'Olympia et le Grand Rex. Là, ce coup-ci, c'était le Grand Rex. Et moi, j'adore cette salle. Elle est magnifique. Quand j'étais gosse, on est allé voir, je crois que j'y ai vu Taras Bouba, là-bas avec ma mère. Avec les grandes eaux. Ah, c'était magnifique, magnifique. Et là, j'adore cette scène, j'adore cette salle. On va faire un truc sympa un dimanche après-midi, parce que c'est facile de se garer dans le quartier. Oui. Madame Hidalgo, elle a fait des tas de trucs sympas sur Paris. Les Parisiens sont très contents. Ah oui, mais le soir, pour aller au spectacle, c'est pas pratique. Alors que le dimanche après-midi, ça va tout seul. Exactement, il y a toute la place qu'on veut, et on n'a pas dépensé des fortunes dans les parkings. Alors, il y aura vos classiques, et puis il y aura une nouvelle chanson, Un matin sur la Terre. Un matin sur la terre, quand la peur s'en ira, on pourra tout
chanson Oui. qui n'est pas sortie en disque. Non, parce que ce qu'on expliquait tout à l'heure à propos de l'artisanat, il faut savoir que je suis responsable de tout ce que je fais depuis presque 50 ans, 74. Vous ne les faites pas, oui. Non, mais c'est très gentil, merci. Et j'ai quand même une notion, le fait d'avoir une radio FM pirate, je sais ce que c'est qu'une couleur d'antenne, et je sais qu'il y a des chansons formidablement jolies, mais qui ne seront jamais passables en radio, parce que c'est pas ça. La radio, elle a besoin de choses très précises. Et si on fait de très belles chansons, que ça passe pas en radio, ça n'a pas un grand intérêt. Donc autant rester sur l'internet, en numérique, en téléchargement, et fabriquer chanson après chanson un album, les faire sur scène, et quand c'est le moment, on le fait. Mais investir pour juste dépenser de l'argent, non. En même temps, cette chanson, vous l'avez, je crois, écrite un été, et vous l'avez testée. Vous l'avez testée après. Là, on l'a testé autour, c'est-à-dire toute l'équipe, on dit, ça sonne, c'est bizarre, c'est bien, on a fait des belles images et tout va bien, ouais. En même temps, cette chanson, vous l'avez enregistrée chez vous, tranquillement, près de Béziers. Ouais, tout à fait. Ça se passe comme ça, tranquille, à la maison, oui. Parce qu'effectivement, vous vivez près de la Méditerranée aujourd'hui, à 5 km, je crois. Ouais. Et pour le parigot que vous êtes, c'était un rêve. C'était un rêve à moitié. Le vrai rêve, ça aurait été d'être face à la mer. Mais la mer est pas loin et le soleil est gratuit. Donc je vais pas me plaindre. Exactement. Et en même temps, ça vous empêche pas de travailler tranquillement là-bas, loin des foules. Oui. C'est-à-dire que ça va faire plus de 30 ans que j'habite là-bas, donc c'est bien. Alors, cette tournée, c'est une tournée que vous avez préparée avec un choix de chansons particulier. Il y a déjà on parlait d'Edith Piaf, on parlait de tous ces artistes qui nous ont précédés et qui avaient une structure de tour de chant, d'abord qui durait pas 2 heures, mais qui durait 1 heure, à peu près 1 heure, et dans lequel il y avait les 3/4 des chansons que le public connaissait. C'est les succès, année après année, on fait un tour de chant, et de temps en temps, il y avait 1 ou 2 nouvelles chansons, ce qui était quand Piaf a fait Je ne regrette rien, c'était une nouvelle chanson pour son tour. L'accordoniste dont on parlait tout à l'heure, c'était une nouvelle chanson pour son tour, mais elle avait d'autres chansons qui étaient toujours là. Elle venait pas balancer son nouvel album de 12 titres avec 1 ou 2 anciennes. Non, c'est d'abord les chansons que le public vient écouter, parce que si les gens viennent vous voir, c'est parce qu'ils aiment bien certaines choses. Ouais. Donc il faut au moins respecter ça et ne pas les assommer et les saouler avec des chansons quelquefois qui sont à moitié réussies. Et en même temps, un jour Trenet m'a dit que les chansons mettaient des années à passer du début à... Oh là là. Moi, j'ai pris en compte ce qu'il a dit. Je l'ai pris pour moi par rapport à mon vieux, par exemple. Je sais que j'ai mis plus de 20 ans à apprendre à la chanter. Lui, il l'a dit à propos de la mer et il avait une grande humilité par rapport à la façon de maîtriser les chansons. Il faut du temps pour qu'on s'aperçoive qu'on s'est trompé sur la première version. Alors, la tournée s'appelle « Si c'était à refaire », Daniel Richard. Pourquoi ? Parce que je referais presque pareil. C'est vrai ? Ouais, presque. Parce que même avec tout ce que vous avez fait, votre expérience... Non, je ferai pas de peine aux autres. J'essaierai d'éviter toutes ces conneries désagréables et prétentieuses. Mais les réussites et les erreurs, je ferai les mêmes. Ouais. Parce que c'est votre caractère. Parce que je serai pas là sans ça. Voilà. Est-ce que je serai en face de vous ? Peut-être que je serai ailleurs. Vous êtes très bien en face de moi. D'ailleurs, pour écouter une autre chanson inédite aussi, qui est sur Internet, qui est « Si j'avais su ». Si j'avais su tout ce que je sais, je n'aurais pas dit tous ces mots qui parfois détruisaient des bouts de vie. Si j'avais su tout ce que je sais, je n'aurais jamais... Là aussi, c'est autobiographique. Tout à fait, oui. Tout à fait. Je pense que les plus grandes erreurs qu'on peut regretter, c'est ces choses-là. C'est-à-dire, dire à un abruti que c'est un abruti, il n'y a pas à le regretter, c'est fait, c'est comme ça. Mais quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un que vous aimez et pour qui vous avez des mots durs, ou blessants ou malheureux parce que vous étiez de mauvaise humeur et que vous le regrettez, pourrait dire 100 fois je regrette. Trop tard, c'est fait. Voilà, mais le temps passe et bon, les erreurs ou les problèmes, on les oublie, c'est les chansons qui restent. Oui, mais les erreurs s'oublient, oui, un peu. Elles s'atténuent. Moi, je crois que la chose la plus importante, c'est d'être pardonné par les gens à qui on a fait de la peine. Voilà. Le reste, on s'en fout. Alors, il y a quand même, dans ces moments difficiles, vous avez vécu des soutiens importants, votre femme Christine et vos enfants. Ça a été essentiel, Daniel Guichard. Ah bah, c'est important. C'est-à-dire que si on commence à se gonfler la tête, elle se dégonfle très vite. Oui. Ils ont toujours été... Moi, je crois que vos premiers fans, ce sont vos enfants, à commencer par Emmanuel, votre fille. Oui, mais est-ce que ce sont des fans ou des critiques ? Quelquefois, ils ont des avis critiques intelligents, oui.
Et Christine, votre femme, aussi... Elle fait pas de cadeaux. Et vous l'écoutez? Je l'écoute presque toujours. Vous l'avez rencontrée dans un avion, je crois. Ouais, entre Karachi et Pékin. Elle était hôtesse de l'air? Ouais. Et je lui ai vidé sa réserve de champagne. Et après, on sait ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas le seul. Non, vous savez pas ce qui s'est passé, je vous le raconterai pas. Non, mais enfin, elle est dans votre vie depuis des années. Bah, ça fait un moment, oui. Et c'est ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Foucault, qui a rencontré sa femme Evelyne dans un avion, comme ça. Ouais. Mais parce qu'on fait des métiers difficiles, parce qu'on a des comportements humains difficiles, parce qu'on a besoin d'être chouchouté d'un côté et compris d'un autre. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas épouser des bonnes sœurs, parce qu'il faudra avoir une immense patience, ou des infirmières qui s'occupent des cas difficiles. Donc les hôtesses de l'air sont dans la catégorie des personnes qui sont capables de supporter les emmerdeurs. Je vois ce que vous voulez dire. Alors, il y a quand même une chose importante, c'est que vos enfants, c'est une famille, les Guichard, vous travaillez avec vos enfants. Oui, en ce moment, c'est surtout avec Joël qui est avec moi, oui. Et ça, c'est important, le travail en famille, Oui, je les ai pas obligés, mais ils sont doués et ils se débrouillent bien, oui. Voilà. Et pourrez-vous chanter cette chanson, finalement? Que tu vas te moquer de moi, je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. Je n'aime que toi, mais tu ne le sais pas. Ça aussi, c'est vrai, alors... Jacques, et ça, c'est un truc, franchement, cette chanson, je l'ai enregistrée en 74, je ne lui ai jamais donné le sens que vous venez de lui donner. Oui. Jamais je me suis dit, peut-être que mes enfants pensent ça de moi, peut-être que moi, c'est sûr, je pense ça d'eux. Pour moi, c'était toujours une chanson d'amour d'un couple. Oui. D'un adulte avec un autre adulte. Enfin, de personnes qui s'aiment. Et j'ai jamais mis ça avec la connotation d'enfant. Eh ben, bravo. Je pense que c'est... Oui, mais je t'aime, tu vois, de la part de mes gosses qui n'osent pas me le dire, oui, ou que j'ose pas leur dire. Mais si je leur ai dit souvent, d'ailleurs, parce que quand ils étaient tout petits, on les prenait, on les poupougnait, on leur disait qu'on les aimait, oui. Alors, il y a aussi une chose qui est caractéristique chez vous, même lorsque vous aviez un emploi du temps de ministre et des centaines de galas par an, quand on vous demandait de faire appel, quand on faisait appel à vous pour une maquette ou pour un soutien, vous étiez toujours là, Daniel Guichard. C'est vrai, j'ai toujours pensé que c'était nécessaire, oui. Et c'est rare, ce genre de choses. Oui, mais il faut savoir renvoyer l'ascenseur. Moi, je me souviens d'une émission que je devais commencer, alors que vous étiez débordé, vous avez dit « je viens ». Ça te oui, c'est normal. En même temps, c'est normal, mais est-ce que c'est courant? Non, mais je me fous des autres. Alors, il y a aussi, dans votre passé, des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Il y a une chanson qui est devenue un classique, vous en parliez, c'est Mon Vieux. Oui. Et Mon Vieux, il y a une nouvelle version qui a été enregistrée, je crois, au théâtre de Sébastopol. Il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner, comme on peut. Mon vieux, l'été on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Version dépouillée. Oui, mais les années ont fait ce que l'on disait à propos des chansons quand Trenet en parlait. Une chanson, elle est chargée, on a envie d'imposer quelque chose, et puis le temps s'impose et on se rend compte que tout ça, c'est du superflu. Voilà. En même temps, cette chanson, c'est devenu le classique des classiques, ce que vous n'imaginiez pas au départ. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, même ceux qui m'ont autorisé à l'enregistrer ont dit ça marchera jamais parce que c'est démodé, donc chez Barclay. Pas un problème. Voilà. Et c'était un hommage à votre père aussi, Oui, c'est totalement autobiographique avec l'autorisation de l'éditeur qui m'a permis de remanier tout ce que je voulais. Quoi. Voilà. Mais ça, souvent, vous avez remanié et mis les chansons à votre sauce. Oui, mais parce que les trames, les bases étaient bonnes et il y avait des choses qui me correspondaient pas. Donc, j'ai retouché à ma façon en mettant les phrases et les mots qui me touchaient, moi. Avec plein d'idées à la minute, parce que vous êtes quelqu'un qui a toujours des idées, même si elles sont irréalisables, vous allez jusqu'au bout. Même si j'ai tort. Oui. Mais si j'ai tort, je vais pas jusqu'au bout. Par contre, si on me bouscule et qu'on me contrarie, je suis capable d'être très stupide et d'aller jusqu'au bout. Oui, mais en même temps, vous n'êtes pas du genre à rester inactif. Je peux pas. Vous savez pas? Non, je peux pas. Mais je peux rester des heures comme ça, en contemplatif. Mais s'il faut faire quelque chose pour agir, pour se défendre, pour lutter, je fais, oui.
Votre prochain combat, c'est le Grand Rex le 8 janvier. Et cette tournée, donc, qui passera par toutes les grandes villes de France. 4 mois en plus en ce moment, c'est une performance. C'est pas mal, oui. Et d'ailleurs, je crois que les dates sont sur le site Daniel Guichard. Voilà, .com. Et il y a toutes les dates de Orléans, Futuroscope, c'est quand même pas mal. Ouais. Marseille, Toulouse, Saint-Étienne jusqu'à Rouen. Le dimanche 16 avril, pour l'instant, il y en aura d'autres parce que vous allez continuer. Oui. Peut-être que sur cette série-là, on va s'arrêter, mais on va commencer à prospecter sur des... Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est faire des villes avec... Parce qu'il y a énormément de salles qui sont entre 800 et 1000 places en France, et toutes ces salles sont pas servies parce que les gens habitent juste à côté, ils vont pas dans les grandes villes, ils vont pas dans les zéniths, ils vont pas dans tous ces endroits, et ça c'est quelque chose que je suis en train d'approcher parce que j'adorerais faire une tournée de salles uniquement comme ça. Et ça vous ira très bien, de toute façon vous allez continuer le plus longtemps possible avec des chansons qu'on connaît par cœur. Oui, tant qu'on me jette pas des cailloux, ça va. Il n'y a aucune chance de ce côté-là. Merci Daniel Guichard. C'est un plaisir, Jacques. Rendez-vous au Grand Rex et dans toute la France, et puis vous revenez quand vous voulez parce que nous parlons vrai, vous aussi. À bientôt. À bientôt, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.